Il était 7h30, ce lundi 25 février 1985, lorsqu'une terrible déflagration retentit dans les entrailles du puits Simon. On localise l'explosion dans un chantier de la veine 18 à l'étage 1050. Succédant à une inflammation de grisou, le coup de poussière est meurtrier, il fera 22 morts et 269 blessés par intoxication. À l'émotion, aux larmes, à la colère, succèdent les interrogations. Enquête du SRPJ de Metz, descente au fond, expertise, l'instruction est longue. Elle aboutit, 4 ans et demi après, à une ordonnance de non-lieu pour messieurs Richard et Naquet, le chef du siège Simon de l'époque et son adjoint. On ne veut pas enterrer nos morts une deuxième fois, crient les familles des victimes et les syndicats des mineurs qui font appel. Un appel qui va les satisfaire puisque la chambre d'accusation de Metz infirme le non-lieu. Contre cette décision, les houillères du bassin de Lorraine se pourvoient en cassation. La Cour suprême tranche, elle renvoie les deux inculpés devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines pour y répondre d'homicide et blessures involontaires. C'est donc le 30 mars 1992 que s'ouvre, après 7 années de bataille juridique, le premier procès du genre dans l'histoire des mines lorraines. Durant 10 jours, des débats intenses vont tenter de faire toute la lumière sur la catastrophe. Pour la reconstituer le plus fidèlement possible, le tribunal entendra plusieurs dizaines d'experts et de témoins. Juges, avocats, parties civiles et experts ont tenu également à descendre au fond d'un puits d'exploitation pour visiter un chantier similaire à celui de la veine 18. À la station expérimentale de Saint-Charles, ils ont assisté à une démonstration impressionnante de coups de poussière. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Je crois que le président du tribunal s'est donné les moyens. Je crois que la visite qui a été faite au fond au puits Marino, l'expérimentation au puits Saint-Charles du coup de poussière, montre bien la volonté de vouloir, premièrement, comprendre ce qui s'est passé, avoir tous les éclaircissements et aboutir d'ici 2 semaines à, je pense, une inculpation du chef de siège et son adjoint. Le procureur de la République va requérir des peines modérées à l'encontre des deux inculpés. 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour M. Richard et la relaxe pour M. Naquet, son adjoint. Maître Leclerc, oui. Pourquoi ce sont les chefs de siège et son adjoint qui ont été poursuivis et non les houillères? Parce que le principe, c'est que celui qui est poursuivi est celui qui a le pouvoir. C'est-à-dire celui qui a la charge de veiller à la sécurité. Alors, normalement, c'est le patron. Donc, le patron, on pourrait dire que c'est le patron des houillères, puisque le chef de siège n'a qu'un pouvoir délégué par rapport au patron des houillères. Seulement, justement, pour que la responsabilité soit bien précisée, on a permis à l'employeur de déléguer ses pouvoirs à des gens qui ont une responsabilité qui est une responsabilité précise. Autrement dit, le président directeur général des houillères a délégué tous ses pouvoirs en matière de sécurité au chef de siège. Et les lois qui ont été faites en la matière donnent responsabilité au chef de siège, enfin du moins donnent responsabilité à celui qui a une délégation pour la sécurité. Et le chef de siège, c'est celui qui doit veiller à la sécurité, qui est responsable de l'application des règlements, qui a une obligation de prudence, une obligation de protection, une obligation de formation, une obligation générale de sécurité, et s'il manque à ces obligations, c'est lui qui est responsable. Se battant depuis le début du drame, aux côtés des familles des victimes, le syndicat des mineurs CFDT, partie civile, a été un des moteurs essentiels pour que se tienne ce procès capital. Aussi étonnant que cela paraisse, le fait que ce procès ait lieu est déjà une victoire. Non pas pour désigner ou faire condamner un responsable ou un autre, mais pour qu'enfin soit porté sur la place publique le débat sur la sécurité dans les mines. Roger Lambert, coordinateur pour la CFDT, pouvez-vous nous expliquer quels sont les objectifs poursuivis par l'organisation syndicale?
Le premier objectif poursuivi par l'organisation syndicale, c'est d'abord de faire la lumière sur ce procès. Actuellement, avec les informations que l'on a en notre présence, notamment le travail des experts, on a donc le sentiment, ou d'ailleurs c'est le sentiment que veut faire peut-être passer les houilleurs du bassin de Lorraine, que les exécutants, c'est-à-dire les personnes qui sont malheureusement décédées dans l'accident, ont commis des imprudences. On s'inscrit en faux et on veut absolument qu'il y ait un débat technique clair qui démontre que l'organisation du chantier, que les responsabilités se situent à un autre niveau. La direction des HBL a tendance, et on le voit, nous les militants dans les CHSCT, de considérer la réglementation en quelque sorte comme un maximum, comme un objectif à atteindre. Alors que l'on sait que la réglementation, comment dire, est issue des catastrophes, issue des incidents et issue des faits qui se sont produits dans le passé. Si l'on veut faire de la prévention, si l'on veut prévoir ce que l'on n'a pas encore prévu, il faut dépasser les textes. Il faut dépasser les textes. Et pour dépasser les textes, il faut considérer donc la réglementation comme un plancher. Et actuellement, c'est la grosse divergence qu'il y a entre l'action syndicale, notamment la CFDT et la direction. Et nous, on dit qu'il faut largement dépasser les textes si l'on veut en quelque sorte qu'il y ait une véritable sécurité, une véritable prévention dans les chantiers. Pour les familles des victimes, ce procès est le passage obligé pour obtenir réparation. Les familles qui ont été indemnisées par une aide ponctuelle de solidarité pourront éventuellement prétendre à des prestations complémentaires. Elles espèrent aussi que leur combat ait été utile pour la sécurité dans les mines. La vérité, c'est ce que nous cherchons. Savoir comment l'accident collectif, quelle est l'origine de cet accident collectif, et ensuite les tenants et les aboutissants qui ont conduit à cet accident. Et alors là, je m'étonne, au bout de 5 jours de débat, je m'étonne d'apprendre que la sécurité à fond, elle laisse à désirer, ou elle laissait à désirer en 85. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les houillères prennent les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir, ce genre d'accident ne se reproduise plus. Pour la CFDT, il s'agit en fait de démontrer que la fatalité n'est pas la cause de la catastrophe. Pour la CFDT, il ne s'agit nullement d'un procès de vengeance, mais simplement la traduction de notre volonté de faire en sorte que toute la lumière soit faite sur cette affaire, que les responsabilités soient établies, parce que cela est important pour l'avenir des conditions de travail. C'est important pour faire en sorte que dans les entreprises progressent les politiques de prévention. C'est important également pour que l'on reconnaisse la place et l'autorité du syndicalisme sur toutes ces questions. Ce combat me paraît tout à fait essentiel parce que les mineurs en ont assez d'entendre à chaque fois qu'il y a une grande catastrophe, que l'on évoque la fatalité, que l'on évoque l'inévitable. Non, il n'y a pas de fatalité. Il y a eu une situation de risque très importante dans ce chantier, dont les raisons résident en particulier aussi dans la responsabilité des houillères. Il faut que cela soit établi pour qu'on puisse améliorer derrière les conditions de travail, l'organisation du travail. Face aux houillères du bassin de Lorraine, soutenant une analyse classique de l'accident qui l'exonère de toute responsabilité, la CFDT développera une thèse qui repose sur l'obligation générale de sécurité. Au regard de cette thèse, elle dénoncera des négligences, des fautes et des imprudences qui ont probablement concouru à donner à l'accident l'ampleur que l'on connaît. Maître Leclerc, pour la CFDT, c'est bien la conception même du chantier qui est en cause. Absolument. C'est-à-dire que nous allons démontrer que le système de la RH tertiaire, l'organisation générale du chantier, la coactivité, le fait qu'on faisait travailler des gens en même temps dans des conditions qui étaient des conditions dangereuses, est directement responsable de l'accident. Les charges sont importantes. Coactivité, absence d'humidification pour lutter contre les poussières inflammables, défaut dans les arrêts barrages, absence de tête télégrisoumétrique, absence de canard dilueur, enfin, défaut dans l'aérage. Ce grisou qui descendait donc du montage amont, au lieu de s'engager du côté air, se devait descendre le montage aval et être évacué dans l'aérage général. Au lieu de ça, de mon point de vue, il a pénétré dans la voie intermédiaire. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a un défaut de débit de ventilateur. Voilà. Le ventilateur tertiaire avait secondaire, avait un débit insuffisant. Comment le grisou s'est-il enflammé?
L'origine même de l'étincelle restera obscure. Mais bien au-delà de cette question, c'est l'entreprise et sa politique générale de sécurité qui est en cause. Pour nous, la dominante, c'est que dans cette catastrophe, la mesure de premier ordre à prendre, c'était d'éviter l'accumulation de grisou, de le détecter avant d'y envoyer du monde. Et de ce point de vue-là, tout est réglé. On a acquis, on a constaté au cours des débats que si des mesures simples de prévention avaient été prises, toute la question de la source d'inflammation, de l'étincelle, aurait été sans objet, parce qu'il y aurait peut-être eu une étincelle, mais pas d'accumulation de grisou, et donc pas de catastrophe. Est-ce qu'il était nécessaire de porter le débat sur la place publique? Bien sûr que le débat est nécessaire qu'on le porte sur la place publique, pour la simple raison, c'est que nous ne cherchons pas une culpabilité de lampiste, comme on tente de le faire croire, mais bien chercher la vérité sur la catastrophe, comment elle s'est réellement déroulée, et surtout sur la sécurité. J'estime nécessaire qu'il faut poursuivre pour qu'il y ait une justice, vis-à-vis des familles surtout, et puis pour notre travail à risque, quoi. Parce qu'un accident comme ça peut arriver à n'importe qui, et il faut qu'il y ait une suite, il ne faut pas laisser tomber ça comme ça. Je trouve déjà super que les syndicats ont réussi pour une fois à poursuivre l'action jusqu'au bout. Vous pensez que ce procès pourra faire en sorte d'améliorer les conditions de sécurité dans la mine? Je pense que l'accident collectif qui a eu lieu en 1985 a largement contribué à modifier les comportements, d'abord la réglementation et ensuite les comportements des responsables, à la fois des ouvriers et des responsables. Recherchant depuis toujours le débat constructif en matière de sécurité et de prévention, la CFDT croit que ce procès permettra d'éviter une nouvelle tragédie qui serait fatale à l'outil de travail. Je crois qu'on a atteint tous nos objectifs. Le premier des objectifs, c'était d'avoir un front commun au niveau des parties civiles, c'est-à-dire les familles, l'autre syndicat engagé, la CGT et la CFDT, et que l'on ait une action, je dirais, convergente et concertée, ce qui fut fait, et je crois que ça a pesé dans les débats. L'autre objectif qui a été atteint, c'est qu'on a pu creuser ce dossier et qu'on a pu, en quelque sorte, creuser toute une série d'investigations sur différents secteurs qui n'avaient pas été faits au niveau de l'instruction, sur les allumettes, l'accumulation de grisou, les tas de charbon, les scénarios et ainsi de suite. On a eu la parole sur l'aspect technique alors que jusqu'à présent on ne l'a jamais eu. Et j'ai l'impression, enfin je suis persuadé qu'on s'est montré à la hauteur. Notre hypothèse a retenu toute l'attention. La troisième satisfaction, c'est que la responsabilité de l'entreprise a été reconnue également par le procureur, indirectement puisqu'il a nommé en quelque sorte Richard, puisque la loi est ainsi faite, mais chacun sait que dans les choix d'exploitation du Puy-Simon, dans différents trucs, le chef de siège n'a pas à lui seul tous les pouvoirs. C'est donc la responsabilité des houillères du bassin de Lorraine, la culpabilité de l'ancien chef de siège et de son adjoint que le tribunal de Sarreguemines va reconnaître dans son jugement du 23 juin. Messieurs Richard et Naquet sont condamnés respectivement à 10 mois et 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Les HBL sont reconnus civilement responsables. Ils devront verser, solidairement avec les HBL, 150 000 francs aux familles des victimes, aux syndicats des mineurs, CFDT et CGT, partie civile, le franc symbolique de dommages et intérêts et 100 000 francs pour frais de justice. Les deux inculpés bénéficient de la loi d'amnistie présidentielle de 1988. Leur avocat, Maître Dartevel, exprime à la fois le regret, il ne disposait pas de moyens nécessaires à assurer la sécurité de l'exploitation, dit-il, et aussi la satisfaction. Et en prononçant deux peines qui sont d'ores et déjà amnistiées par la loi de 1988, nous avons l'impression que le tribunal nous a entendus, puisqu'il ne subsiste maintenant, du fait de cette loi d'amnistie, ne subsiste que la condamnation de l'entreprise. Les familles ont accueilli, dans l'émotion et la gravité, ce verdict, une peine de principe pour lequel elles auront lutté durant 7 ans. Sans triomphalisme, à quoi cela servirait-il? Cela ne nous rendra pas nos morts. C'est la satisfaction et le soulagement qui s'expriment. Madame Brigand, vos réactions? Mon réaction, c'est que je suis satisfait du jugement. Étonné, non. On s'attendait un peu, quand même. Nous sommes contents que vraiment justice a été faite.
nous pouvons que féliciter les syndicats, puisque surtout la CFDT, que ce soit la CGT, ils ont tous tenu ensemble et ils ont fait un travail considérable. Côté syndicat, on se déclare satisfait d'avoir gagné un procès exemplaire qui fera date dans l'histoire des mines et duquel il sera nécessaire d'en tirer les enseignements en matière de prévention et de sécurité au travail. Je crois qu'il y a une satisfaction par rapport à la peine de principe qui a été prononcée. J'espère que ça permettra de faire avancer en termes de sécurité l'obligation de l'employeur vis-à-vis des travailleurs, de faire avancer au niveau de toutes les entreprises françaises à ce que les travailleurs soient réellement protégés dans leur milieu de travail. Seul petit revers, c'est que la DRIR est complètement innocentée dans cette affaire, ainsi que la direction des HBL. Il faut savoir quand même que la DRIR représente l'inspection du travail dans les mines et n'avait jamais visité ce chantier depuis deux mois. Je crois que là-dessus, il faut qu'au niveau de la loi, ça évolue, et je pense que le nouveau décret par rapport aux responsabilités de l'employeur doit évoluer. Je crois qu'on a un exemple qu'il y ait le stade de Furiani, où la commission de contrôle a été reconnue et a été inculpée. Je crois que là-dessus, il faut aussi que le service des mines et donc le préfet soient reconnus civilement responsables. Pour la CGT, c'est que le fait que la responsabilité de la direction soit implicitement reconnue est quand même quelque chose de très important, parce que ça confirme ce qu'on disait dès le départ, que l'employeur a effectivement une obligation générale de sécurité vis-à-vis du personnel qui fait travailler, et je crois que c'est l'élément essentiel qu'il faut retenir donc de ce jugement. On souhaite effectivement que maintenant il y ait une véritable politique de prévention, d'information, de formation des personnels qui puissent effectivement améliorer de manière sensible la sécurité au niveau de l'entreprise. Les moyens existent, il s'agit de faire les choix politiques qui conviennent pour que ces moyens soient utilisés. Il faut rappeler que dans le cadre de la procédure, par exemple, on avait fait référence à un rapport Turpin qui était accablant pour la sécurité dans les charbonnages, qui avait été complètement négligé parce qu'il ne convenait pas aux directions de l'époque. Il est revenu dans le cadre de la procédure, il a été rappelé effectivement qu'il contenait un certain nombre de constats qui auraient dû être pris en compte, notamment par rapport à la détection de grisou. Si il avait été pris en compte, peut-être nous aurions pu éviter une catastrophe. En termes de combat syndical, je tiens à dire qu'on a ramassé les fruits très rapidement, étant en première ligne dans les CHSCT, étant en première ligne dans les différentes commissions bassin. On a remarqué une différence significative de l'employeur concernant donc les relations entre les représentants des travailleurs et les représentants de l'employeur, notamment sur certains points très précis comme les visites le lendemain des jours chômés. Une revendication CFDT qui datait depuis plus de 4-5 ans a vu son aboutissement après le procès. Donc il y a un changement d'attitude bénéfique au niveau de la prévention. Et c'était le grand objectif de la CFDT dans ce procès. Au Puy-Simon, ce 23 juin, les mineurs montrent un peu de déception. Foutaise, tout à fait une foutaise. C'est-à-dire que vous pensez que le verdict n'était pas assez sévère? Non, 6 mois et sursis, 8 mois ou 10 mois. Non, c'est 6 mois et 10 mois, c'est ça? C'est 6 mois et 10 mois, oui. Avec sursis, de toute façon, c'est... On le savait. Moi, je dis 10 mois de sursis, c'est une peine de principe. Il fallait les faire payer pécuniairement. Ils sont largement payés pour ça. À eux d'assumer leurs responsabilités. Les mineurs des houillères du bassin de Lorraine veulent travailler dans une mine sûre et ne pas mettre leur vie en péril pour la gagner.